Alors, dévier d'un horizon prédéfini. On pourrait pour ça imaginer que la vie est une expédition en kayak. Alors, j'ai mis un visuel pour ceux qui n'aiment pas trop imaginer. Vous, la vie, vous voyez un peu l'idée. Alors, effectivement, comme ça, le voyage a l'air plutôt sympa. Et pourtant, ce tel voyage n'est pas toujours sans risque. L'eau est froide, on peut se cogner contre un rocher, les rapides font peur. Et quand un orage éclate, le courant s'intensifie. De dangereuse, l'aventure peut même parfois s'avérer mortelle. Au milieu des années 30, un ouragan dénommé nazisme s'est abattu sur la rivière de la vie, déjà bien agitée par la Première Guerre mondiale et la crise de 29. Il provoqua le pire déluge que l'humanité ait jamais connu. En 1945, le bilan est effroyable, 40 millions de morts et un monde en ruine. On peut aisément comprendre que les survivants, traumatisés par toutes ces années d'horreur, aient eu quelques réticences à l'idée de poursuivre cette expédition. Demander à quelqu'un qui vient de survivre par miracle aux chutes du Niagara de remonter dans son kayak, il est probable qu'il vous foute sa pagaie sur la tronche. À l'image des castors, ils eurent donc l'idée de construire un barrage sur la rivière afin de vivre sur un grand lac, à l'abri des courants et des rapides, en 2 mots, en sécurité et en paix. C'est ainsi que les États occidentaux créèrent de grands systèmes de solidarité collective afin de garantir à chacun un moyen de subsistance, quels que soient les aléas de la vie. En France, la sécurité sociale, les caisses de retraite, l'assurance chômage ou encore le SMIC. Des bouées flottantes furent installées aussi sur ce lac afin de délimiter les espaces pour que chacun puisse jouir en toute quiétude d'un endroit bien à lui. Évidemment, la taille des parcelles dépendait du salaire qu'on gagnait. Alors, évidemment, la recette d'une vie réussie à l'époque, était très claire et le chemin tout tracé. Première étape, trouver un emploi qui permette de se procurer une parcelle et de garantir ses revenus jusqu'à la fin de sa vie. En période de plein emploi pendant les 30 Glorieuses, la chose était relativement simple à réaliser. Deuxième étape, fonder une famille qui serait forcément heureuse puisqu'elle jouirait du confort et de la sécurité de la parcelle. Et enfin, troisième et dernière étape, pouvoir ressentir une certaine forme de fierté et d'accomplissement personnel, de réussir à préserver et à agrandir cette parcelle tout au long de sa vie. En fait, cette recette, vous l'avez peut-être reconnue, c'est la fameuse, grosso modo, la fameuse pyramide de Maslow. Ce psychologue américain qui s'est fait mondialement connaître après la guerre pour avoir modélisé cette recette du bonheur. Né en 1961, en fait, j'ai été élevé dans cette logique du barrage. Dès mon enfance, mon parcours de vie était donc totalement tracé. Je devais bien travailler à l'école pour trouver un emploi qui me permettrait de gagner l'argent dont j'aurais besoin pour être heureux. Pas toujours facile de comprendre tous les enjeux d'une vie d'adulte quand on a 10 ans. Ma mère me l'avait donc expliqué de manière beaucoup plus simple. Si tu n'as pas un beau bulletin à la fin de ton trimestre, c'est tout le restant de ta vie que tu fous en l'air. Déjà qu'on m'avait dit que Dieu m'enverrait en enfer si je n'étais pas sage, ça ne donnait pas vraiment envie de grandir. Mais bon, ayant été élevé à l'ombre de cette pyramide, je me suis plié à cette règle qui a quand même bien fonctionné pour moi, puisqu'à la fin de mes études, j'ai eu la possibilité d'être engagé par un homme d'affaires suisse qui cherchait quelqu'un pour créer une compagnie aérienne au départ de Liège. C'est comme ça que je me suis retrouvé en 1987, à 26 ans, directeur général d'Air Excel. Très beau salaire, magnifique voiture de fonction, voyage gratuit en première classe dans le monde entier et un petit regard d'envie de la part de certains de mes camarades de promo. Le pied, quoi. Je m'étais directement installé dans une magnifique parcelle. Comme quoi cette recette dont on m'avait parlé fonctionnait à merveille. La preuve, en suivant ce système, j'avais déjà construit le premier étage de ma pyramide. Ça me paraissait si simple. Je me sentais tellement puissant, mais pas heureux. Ça m'interpellait. Je me sentais trahi par les principes avec lesquels j'avais grandi. On m'avait promis que je serais heureux si je me constituais une belle parcelle. Et là, je commençais ma carrière à un poste où plein de gens rêveraient de terminer la leur, et ça ne fonctionnait pas pour moi. Qu'est-ce qu'il me fallait de plus? Probablement une parcelle encore plus grande. Et puis, au bout de quelques années, au bout de 2 ans à peu près, une conversation anodine avec l'ami d'une de mes sœurs me donna un premier début de réponse. Étienne avait 40 ans et venait de vendre sa société. Il avait gagné énormément d'argent. À la fin d'un repas d'anniversaire, on s'est retrouvés tous les deux sur la terrasse. Et là, je lui ai demandé « Étienne, tu dois vraiment être très heureux maintenant ?» Et il m'a répondu « Non. Bien sûr, je suis très content d'avoir gagné beaucoup d'argent,
Mais je viens de divorcer, j'ai une petite fille de 2 ans, je ne la vois pas très souvent et elle me manque. En quelques mots, Étienne venait de me prouver qu'un cliché pouvait être vrai. Car oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, et pour ceux qui en doutent encore, en fait, il existe une étude quasi scientifique qui le prouve. Parmi ces 2 personnalités, l'une possède beaucoup plus d'argent que l'autre. Est-ce que vous seriez capable de dire laquelle? Alors bien sûr, ça ne veut évidemment pas dire que c'est la pauvreté qui rend heureux, ni que la richesse rend systématiquement malheureux. Ce serait totalement absurde. Dans notre société, un minimum de ressources est indispensable et l'argent et tous les bienfaits qu'il procure et toute la liberté d'action qu'il procure contribuent évidemment largement à notre bien-être, c'est une évidence. Mais on peut décemment dire que l'argent n'est pas la source du vrai bonheur quand on sait qu'on se suscite 5 fois plus en Suisse qu'au Kenya. Parce que comme Étienne venait de l'apprendre à ses dépens, et comme j'étais en train de passer à côté en me focalisant sur l'agrandissement de ma parcelle, il existe une valeur plus importante que la réussite financière pour être heureux. C'est la qualité de la relation qu'on a avec les autres. En fait, ce qui rend heureux, c'est l'amour qu'on partage en famille, c'est la chaleur d'une amitié profonde, c'est la joie d'avoir aidé quelqu'un en difficulté qui rend heureux. Bien plus qu'un compte en banque bien fourni. Et c'est là où j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas comme un petit problème de conception dans la pyramide de Maslow. Et ça m'a été confirmé quelque temps plus tard. En janvier 91, Saddam Hussein envahit le Koweït en provoquant la première crise du Golfe, en même temps qu'une énorme crise dans le transport aérien, un peu comparable à celle qu'on connaît maintenant. Air Excel n'a pas pu surmonter cette crise et j'étais contraint de déposer le bilan en janvier 92. De PDG avec un emploi du temps surbooké, je me suis retrouvé au chômage. Le choc fut rude. 30 ans, célibataire, sans emploi, belge. Le tableau n'était pas vraiment idyllique. Mais à quelque chose, malheur est parfois bon. Parce que cette étape de ma vie m'a permis de prendre conscience qu'il existe une relation encore plus importante que la relation qu'on a avec les autres pour être heureux. C'est la relation qu'on entretient avec soi-même. Ce qui rend véritablement heureux, c'est la qualité du rapport bienveillant que l'on entretient avec soi. Et donc, en matière de construction de pyramide, Maslow n'était peut-être pas Khéops. En même temps, cette pyramide tient. Elle est peut-être un peu bizarre, mais elle tient. Elle a même plutôt bien tenu pendant les 30 Glorieuses. Mais elle ne tient qu'à la condition que la réussite financière soit garantie. Parce que quand j'ai perdu mon emploi, c'est toute ma pyramide qui s'est écroulée. Je perdais bien plus qu'un salaire. C'est toute ma vie qui s'écroulait. Parce que comme la moitié de mes relations provenaient de mon environnement professionnel, je pouvais rayer d'un seul coup la moitié de mon carnet d'adresses. Et en ce qui concerne l'autre moitié que je n'avais plus contactée, tout occupé que j'étais à agrandir ma parcelle, ils avaient changé de numéro. Et je m'étais tellement identifié à mon poste de PDG que j'en étais venu à évaluer ma valeur personnelle proportionnelle à mon salaire. Et là, tout d'un coup, comme je ne gagnais plus rien, je ne valais plus rien. Et à mes yeux, je n'étais plus rien. C'est bête, hein? Mais quand on a ces 3 blocs par terre, on ne se sent pas vraiment mieux de sa forme. Mais bon, heureusement, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à voir les choses autrement. Je me suis rendu compte que ressasser le passé ne faisait que prolonger ma douleur et j'ai changé mon questionnement intérieur. Plutôt que de me dire « pourquoi ça m'arrive à moi ?», je me suis demandé « et pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi ?» Au nom de quel principe, par quel miracle serais-je épargné de toute épreuve dans la vie? Même le fils d'un type pourtant très très haut placé a fini sur une croix. Alors, ça n'a l'air de rien, mais changer ce questionnement intérieur a été le début d'une véritable révolution personnelle. Parce que l'évidence m'a enfin sauté aux yeux. Plutôt que de rechercher à construire ma pyramide à l'identique comme je l'avais toujours appris, je pouvais tout aussi bien la construire à l'endroit. Elle serait beaucoup plus solide. Construire les choses dans le bon ordre, ça change tout. Khéops l'avait compris bien avant Ikea. Alors, on va repartir de zéro et on va commencer par le commencement. Et voilà. Bon, sauf que ce qui vient de nous prendre 2 secondes maintenant prend en réalité un petit peu plus de temps dans la vraie vie. Parce qu'entretenir un rapport bienveillant avec soi ne se fait malheureusement pas en un jour. On n'en est pas toujours conscient,
Mais pour se rendre compte de l'ampleur de la tâche, il y a un petit test très simple qu'on peut tous effectuer. Quand vous avez quelques minutes, passez dans votre salle de bain. Et puis là, vous vous regardez dans le miroir pendant quelques secondes, vraiment, intensément. Vous vous souriez même. Et puis à haute voix, vous prononcez votre prénom et vous dites « Je t'aime ». Ça fait bizarre, hein? Et vous savez que vous allez être gêné. Parce qu'on connaît déjà tous la réaction spontanée de notre petite voix intérieure. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pour qui tu te prends? Tu t'es vu, t'as vu ta tête? Règle d'abord tes problèmes et puis on en reparle. C'est dingue. On est très très loin du rapport bienveillant envers soi-même. L'être humain doit être la seule espèce si critique au monde envers elle-même. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un oiseau migrateur se mette à douter de son sens de l'orientation? Qu'un poirier passe son existence à regretter de ne pas être un pommier? Ou bien qu'un pou veuille venir se mettre sur ma tête? C'est absurde. Mais quand on nous a rabâché durant toute notre enfance qu'on était bête, maladroit, égoïste ou paresseux, quand on a souligné à gros traits rouges toutes nos erreurs et nos distractions, il n'est pas étonnant qu'une petite voix toxique ait fini par s'installer en nous et qu'on ait perdu un peu confiance en nos moyens. Qu'arriverait-il à un oiseau migrateur, un oisillon tout frais sorti du nid, si ses parents lui disaient qu'il était trop nul pour voler? Il ne prendrait jamais son envol. En fait, être bienveillant avec soi, c'est remplacer cette voix toxique par un dialogue constructif et porteur. Je fais de mon mieux. J'apprends de mes erreurs, je suis capable. J'ai toute ma place dans ce monde. Je suis digne d'amour. Très très important, c'est là pas facile à dire du tout. Vous allez voir, entraînez-vous, vous allez voir les réactions que vous allez avoir. Débarrassé de cette voix toxique, on retrouve une sécurité intérieure et on dégage alors une toute nouvelle énergie. Et puis une fois ce socle posé, le reste est évidemment beaucoup plus facile à construire. On sait tous que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. C'est évident. Ne dit-on pas d'ailleurs d'une personne bien dans sa peau qu'elle rayonne? Et comme le soleil, c'est la chaleur humaine dégagée par cette sécurité intérieure qui donne aux autres l'envie de se rapprocher d'elle et le plaisir de la côtoyer. C'est exactement pour la même raison que la Côte d'Azur accueille 13 millions de touristes par an, alors que la Picardie, 13, dont 11 Belges, déjà très heureux d'être arrivés dans le Sud. Alors, quant au dernier bloc, s'il ne faut évidemment pas sous-estimer son importance, l'idée n'est évidemment pas de l'oublier. Il garde toute son importance. En remettant l'argent au sommet de la pyramide, il retrouve une plus juste place, tout simplement. Il n'est plus le but, la base de tout ce que l'on fait. Il ne nous aveugle plus. Il devient juste une conséquence, agréable, indispensable même, mais juste une conséquence d'une activité effectuée en fonction de ses propres valeurs et de ce qui on est vraiment. Et ça change tout. Alors, vu comme ça, elle n'est pas plus belle, notre pyramide, quand même? Alors évidemment, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Ça ne nous préservera pas de tout accident de la vie. Une chute de revenus, un licenciement, une séparation, la perte d'un proche, une maladie. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand le socle de la pyramide est bien ancré dans le sol qu'on sera de toute façon le mieux armé pour traverser toutes ces périodes plus difficiles. En tout cas, je sais avec le recul qu'à la fin des Rexel, ça m'aurait bien aidé d'avoir ma pyramide un petit peu plus à l'endroit. Et je pense aujourd'hui que c'est très très important et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Parce que depuis la fin des 30 Glorieuses et du plein emploi, la sécurité financière n'est plus garantie à personne. L'argent est à l'envers. On va le remettre à l'endroit parce qu'il est important, l'argent. Depuis la fin des 30 Glorieuses, je vous disais, et du plein emploi, la réussite financière n'est plus garantie à personne. Depuis 1973 et le choc pétrolier, des crises successives n'ont cessé d'ouvrir d'énormes brèches dans le barrage. Aujourd'hui, l'eau s'échappe bien plus vite qu'elle n'y entre, le niveau du lac est en train de baisser, il y a de plus en plus de monde sur une surface qui se rétrécit. Les places sont donc de plus en plus chères et les exclus de plus en plus nombreux. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'en plus, même pour les gens qui vivent dans des parcelles sécurisées, la vie n'est plus du tout ce qu'elle était. Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus trouver de sens, de ne plus trouver un sens à leur vie. En fait, ils deviennent de plus en plus comme ce jeune ouvrier qui expliquait en 68, lors des manifs,
Depuis 1936, je me bats pour des revendications de salaire. Avant moi, mon père s'est battu pour des revendications de salaire. Aujourd'hui, j'ai la télé, une Volkswagen et un frigo. Au total, je n'ai jamais cessé d'avoir une vie de con. Quand on se rend compte que sa vie ne se résume finalement qu'à tourner en rond dans sa parcelle comme un poisson dans son bocal, le réveil peut être un peu brutal. Alors oui, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, Einstein a dit qu'un problème ne pouvait pas être résolu tant qu'on restait dans la même logique que celle qui avait engendré ce problème. Si on suit son raisonnement, et on en a suivi de plus bête, ça veut donc dire que pour sortir de la logique du barrage, il faut aujourd'hui, que pour trouver de nouvelles solutions, il faut aujourd'hui sortir de cette logique du barrage. En fait, comme pour résoudre le célèbre problème des 9 points à relier en 4 lignes droites, il faut sortir du cadre. Vous le connaissez ce problème, Ou bien, comme pour résoudre le problème du villageois pourchassé par 2 rhinocéros en colère, il faut prendre de la hauteur. Ce qui nous permet alors de constater que l'eau qui s'échappe du barrage ne s'évapore pas. Elle continue le plus naturellement du monde sa route dans la rivière en contrebas. Ce qui veut dire qu'il existe une vie au-delà du barrage. Et donc, que pour ceux à qui cette logique des 30 Glorieuses ne convient plus, il n'y a une issue. Quitter ce lac des 30 Glorieuses, devenu inhospitalier, pour rejoindre la rivière et partir à l'aventure. Comment est-ce qu'on fait ça? On vient de le voir, en remettant tout simplement sa pyramide à l'endroit. Vous allez voir, avec le socle de la relation à soi, avec la relation à soi comme socle, on voit les choses de manière tout à fait différente. On ose, on crée, on imagine. On se fait confiance pour aller au bout de ses rêves en sortant de sa zone de confort. Alors bien sûr, se retrouver en eau vive dans le kayak est un petit peu bizarre au début, on peut boire quelques tasses. Mais on s'y fait très vite et très rapidement, on y trouve un plaisir immense. Car tous les kayakistes le diront, la rivière est bien plus accueillante qu'on l'imagine avant d'y entrer. En fait, c'est l'exact opposé d'une brasserie parisienne, quand elles sont ouvertes d'ailleurs. Ce serait chouette qu'elles rouvrent d'ailleurs un jour. Mais ça ne nous évitera non plus, évidemment, la rivière n'est pas toujours un long fleuve tranquille. À certains moments, on sera inévitablement entraîné dans des directions qu'on n'avait pas imaginées. Il faudra alors s'adapter, se relever et changer de trajectoire parfois. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste la vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel d'être dans la rivière parce que vu l'état de la planète, il est essentiel de réagir et de se mettre à penser de manière différente. Aujourd'hui, notre planète est très endommagée. En fait, la génération des 30 Glorieuses avait cru pouvoir dompter la nature. Avec le recul, on se rend compte qu'elle a plutôt aussi fini par la saccager. Les océans sont couverts de plastique, les sols et les sous-sols s'épuisent, l'air devient irrespirable, le climat se dérègle et des centaines d'espèces disparaissent chaque année. En fait, notre monde ressemble aujourd'hui à une énorme discothèque où on rallume les lumières au bout de la nuit. Les canapés sont défoncés, les murs sont sales, le sol jonché de détritus et l'odeur nauséabonde. Sans parler de l'inconnu avec qui on a dansé toute la nuit et qu'on découvre en pleine lumière. Alors aujourd'hui, on a le choix. Bien, on peut éteindre les néons, remettre la musique à fond et continuer de danser en imaginant et en espérant avoir encore un peu de temps devant soi avant que le lac ne soit complètement à sec. On peut s'abrutir dans l'alcool en essayant de se convaincre que tout finira par s'arranger, comme l'espéraient les habitants de Pompéi le soir avant d'aller se coucher. Ou bien, on sort de cette boîte de nuit, on respire un grand coup, on prend son kayak et on rejoint la rivière. Heureusement, la tendance est là aujourd'hui. Les kayakistes sont de plus en plus nombreux à vivre avec leur pyramide à l'endroit. Ils entreprennent dans des tas de domaines, ils agissent de manière plus éthique, plus solidaire, plus éco-responsable. Plein de projets se créent dans tous les sens et d'ailleurs, il suffit d'écouter des TED, il suffit de voir dans des magazines, dans des livres, tout ce qui est en train de s'inventer, toute la créativité. C'est incroyable de voir cette créativité de tous ces kayakistes. Alors, est-ce que tout ça sera suffisant pour éviter une catastrophe écologique ou sociale dans 10, 20 ou 30 ans? Est-ce que le barrage finira par céder complètement? Quels seront les dégâts? Les États tomberont-ils en faillite ou seront-ils capables de se réinventer? Personne ne peut le dire. Mais puisque le futur n'est pas écrit, il ne sera finalement que ce que nous sommes capables d'en faire collectivement. Alors, ma conviction pour conclure, c'est que si nous sommes suffisamment nombreux à remettre nos pyramides à l'endroit, à retrouver notre
notre joie intérieure, à retrouver notre sécurité intérieure, à prendre notre destin en main, à devenir plus bienveillants envers nous-mêmes, à oser nous lancer dans un projet qui nous tient à cœur, eh bien, il y a peut-être une chance qu'en même temps, on puisse aussi rendre le monde un peu meilleur. Bonne navigation à tous.